Bienvenue à une autre émission de Blabla.net, une émission où on discute de construction de logiciels avec la plateforme.net. Mon nom est Mario Cardinal. On est le lundi 29 août 2005. À mes côtés, j'ai le plaisir de retrouver Guy Barrette. Salut Mario, bonsoir. Mon co-animateur. Exactement. Dans le studio, Éric Côté. Bonjour Mario, ça va bien? Oui. Nous sommes dans les bureaux de Connexio à Montréal qui nous offrent gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de Blabla. Et en plus, qui offrent une panoplie de merveilleux cours informatiques et techniques. Oui, ben on en profite pour faire savoir qu'ils offrent ça parce qu'ils sont gentils, ils nous permettent d'enregistrer dans des beaux locaux. Oui, effectivement. Quoi de neuf de ton côté, Guy? J'ai travaillé avec deux logiciels vraiment intéressants dernièrement. J'ai travaillé avec .NET Nuke, qui est un CMS, logiciel de portail en open source. J'ai fait le site du groupe d'utilisateurs Visual Studio Montréal avec .NET Nuke et aussi le site de .NET Expertise. Tu parles de .NET Expertise, Guy. On peut peut-être en profiter pour expliquer très brièvement que nous trois, on a mis sur pied un réseau de consultants indépendants et experts d'intelligence Microsoft.net. Exact. L'idée étant de fournir un portail commun pour différents consultants. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as faites pour .NET Expertise? Tu me parlais de deux logiciels, donc tu as installé autre chose que .NET Nuke? Oui, j'ai installé aussi le Community Server, qui est un outil aussi open source, mais qui est disponible aussi gratuitement, où on peut avoir des blogs, des galeries photos et aussi des forums de discussion. Alors, on s'est servi pour les blogs de l'équipe de .NET Expertise. Ben oui, ça c'est la grande nouveauté. On se retrouve tous. Toi, chez Guy, tu avais déjà un blog. Tu l'as transféré maintenant sur .NET Expertise, mais dans mon cas, moi, j'en avais pas. Donc là, c'est une nouveauté. Couple de semaines, là, que je blogue. Éric, de ton côté aussi? J'ai commencé par le blog sur comment aller chercher les informations de Safari à travers la Bibliothèque nationale du Québec. Alors, Ah oui, c'est vrai que tu avais expliqué dans une des astuces du mois de juillet qu'on pouvait gratuitement avoir accès à Safari par... donc sur ton blog, tu as fourni le détail là-dessus. C'est ça. Et depuis ce temps-là, ça continue. Guy, un tirage. Ben oui, on a un tirage. Puis pas n'importe quoi. Oui, on a un prix intéressant ce soir. C'est drôle, hein? Ça marche avec le sujet de l'émission ce soir. Tout à fait. Ce soir, avec notre invité, on va parler de CodeSmith. Puis ce qu'on a à faire tirer, Guy, c'est... une licence de CodeSmith professionnelle, une licence complète. Donc la version professionnelle, celle à presque 300 $, là, pas la 300 version... $ américains, là. Donc à peu près 1000 $ canadiens. À la fin de l'émission, on pourra annoncer qui a gagné le fameux... Alors, on va vous tenir en haleine, là. Donc, ceux qui sont inscrits à la liste d'envoi de Blabla.net, alors, une de ces personnes-là a gagné. On va donner le nom à la fin. D'ailleurs, je le rappelle toujours à toutes les émissions, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le site. Même ceux qui utilisent le fil RSS, qui est une belle technologie pour être capable d'être notifié qu'il y a une nouvelle émission. Malheureusement, moi, je ne sais pas comment vous reconnaître puis vous pouvoir vous tirer. Donc, venez quand même vous inscrire pour qu'on puisse vous avoir dans notre liste. Il y a beaucoup plus de monde qui sont inscrits au fil RSS que de gens inscrits par email. Si vous voulez participer au tirage, venez laisser votre email sur le site de Blabla. Notre invité est Éric de Carufel. Bonjour. Ça va bien, Éric? Oui. Écoute, Éric, on commence toujours l'émission en présentant une petite biographie assez brève de qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Tu es développeur chez TELUS Solutions d'affaires, ici à Montréal. Oui. Ça fait combien de temps que tu es chez TELUS? Ça fait un petit peu plus qu'un an et demi environ. Un an et demi. Avant ça, tu étais chez... Avant ça, j'étais chez une autre firme de consultants qui s'appelait Imagina, qui a maintenant été rachetée là, par EFI, je crois, dans le parc au Tes expériences sont principalement dans des firmes de consultants. Oui. Puis TELUS, la partie TELUS Solutions d'affaires où je fais partie, ça n'a rien à voir avec les téléphones cellulaires ou quoi que ce soit. On exploite le réseau TELUS, mais dans le cadre d'applications, soit de développement d'applications mobiles ou qui exploitent le réseau de TELUS, donc les applications web et ça fait partie du créneau de TELUS Solutions d'affaires. Tu spécialises
principalement sur la plateforme .NET. Oui, sauf qu'actuellement, j'ai un mandat au Cirque du Soleil où ils n'ont pas encore de .NET dans la place, mais ils tendent vers ça. Puis ce que je fais, en fait, je travaille sur des sites en ASP, le vieux ASP, mais je ramène quand même des concepts .NET à l'intérieur de ça. J'ai même développé des simili contrôles à la .NET, mais en ASP. Tout pour les empêcher de migrer vers .NET, c'est ça? Non, juste pour leur donner le goût d'y aller. Mais toi, t'es pas nouveau de .NET, ça fait quand même plusieurs années que tu programmes avec la plateforme. Tu possèdes plus de 10 années d'expérience en conception d'applications d'entreprise. Tu es certifié développeur sur .NET, MCAD. Tu es membre du groupe d'utilisateurs Visual Studio à Montréal. Puis tu es aussi un collaborateur à la communauté de développeurs Universal Thread. Oui, pour lequel d'ailleurs j'ai fait une couverture de l'événement DevTeach qu'il y a eu cette année à Montréal, comme en juin. Suite à ça, j'ai été invité à continuer de collaborer pour écrire des articles sur un magazine mensuel qui publie qui s'appelle UTMag. D'ailleurs, le mois de septembre va être un de mes articles qui va être publié sur CodeSmith. Ah, super. Donc, tu as été reporter pour Universal Thread, puis là, maintenant, tu deviens plus auteur, tu écris des articles avec Exact. Si je peux plugger ma petite partie aussi sur Universal Thread, j'écris mensuellement une critique de livre .NET. Je critique où je parle de 2 bouquins .NET à chaque mois. Donc, toujours dans le même magazine où Eric publie ses articles. Ce magazine-là, est-ce que c'est quelque chose qu'on a juste à s'abonner et c'est gratuit qu'on le reçoit, ou c'est un magazine qu'on... Un magazine payant, je me rappelle pas exactement le coût. Je sais qu'il y a Ouais, différents certains formats articles sont gratuits. les revues de livres sont gratuits, je pense. C'est les revues de livres ou les... Une couple d'articles. Les revues de livres le sont pour avoir le magazine au complet pour aux abonnés. OK. Puis j'imagine, tu t'abonnes, mais c'est pas juste un magazine, c'est le portail Universal Thread que ça te donne accès. Oui, il y a différents niveaux de prix, oui. Éric, le sujet que tu vas aborder avec nous ce soir, c'est... C'est la génération de code, en particulier avec l'outil de génération de code CodeSmith. Éric, CodeSmith, c'est un générateur de code. D'entrée de jeu, ce serait intéressant que tu nous présentes ce qu'est la génération de code pour aider nos auditeurs justement à avoir une vue d'ensemble de à quoi sert CodeSmith. Ouais, effectivement, la génération de code, c'est quand même un sujet qui est large. En fait, il y a plusieurs façons de générer du code, puis on en vit beaucoup actuellement sans utiliser spécifiquement un générateur de code. Mais grosso modo, un générateur de code, ce que ça va permettre de réduire le code qu'on va écrire au final. En fait, on va générer du code pour éviter de répéter le code qu'on écrit qui se ressemble, en fait, qui a un modèle commun. En bout de ligne, quand on a bien fait notre travail de génération de code, on va avoir une meilleure qualité, moins d'erreurs à long terme, puis les erreurs vont être corrigées de façon totale. En fait, on n'aura jamais les mêmes erreurs 2 fois vu qu'on va être corrigé au niveau de la génération. Donc, le code final va toujours être sans erreur, ou si on en découvre une, elle va être corrigée pour toutes les prochaines générations de code qu'on fait. Donc, la génération de code, si je te suis bien, c'est se bâtir un petit robot pour faire les tâches un peu plates, qu'on peut automatiser, puis se garder le travail un peu plus intéressant pour les développeurs. Oui, effectivement. Puis on doit dire que présentement, si vous utilisez Visual Studio 2003, vous utilisez un générateur de code. Quand vous allez dans la petite partie là, qui est ne pas toucher à ce code-là généré par Visual Studio, Visual Studio a généré ce code-là pour vous. Là. Ce code-là est généré, les datasets aussi, quand on crée un dataset en drag and dropant, mettons, une connexion à notre forme, ben, automatiquement, ça génère, on peut générer un dataset derrière. Ça, c'est de la génération de code aussi qui est fait par l'engin de développement. C'est vraiment, c'est pas nouveau, la génération de code, puis très souvent, les gens s'en rendent même pas compte, mais ils font de la génération de code implicitement, juste en manipulant dans Visual Studio, par exemple, comme tu disais, en faisant un drag and drop, il y a de la génération de code. À la base, juste en créant une classe, en fonction du type de classe qu'on crée, il va nous générer automatiquement les using, il va nous générer, si on crée une classe pour une application WinForm ou Command Line, la génération va être différente, il va nous générer un main ou il va nous générer juste un stop de classe. Visual Studio fait déjà de la génération de code en créant ces Donc, il y a moyen d'aller plus loin, je comprends bien. Là. Effectivement, ça c'est une génération de code, on peut dire un peu bête, là, qui fait juste nous mettre un petit gabarit. Là. Il y a différents types de générateurs de code. Oui. Tu as plusieurs types de générateurs de code. En fait, je pourrais dire, en allant plus loin, on a parlé de Visual Studio qui fait de la génération de code, mais on peut même aller plus loin que ça. Un site web, surtout des sites dynamiques avec soit du ASP ou ASP.NET, c'est un générateur de code quand on y pense, parce que la base d'une page web, souvent, c'est une page ASP, ASP.NET, ça ressemble pas à ce que c'est en final. Donc, c'est comme on peut considérer ça comme un gabarit.
qui est traité par un engin, qui nous sort un nouveau résultat qui est du HTML qui est interprété par les navigateurs et les browsers. Parce que c'est ça, hein, dans un générateur de code, tu as toujours comme deux grandes composantes qui est ton gabarit, puis ce qu'on appelle le metadata, ou en tout cas l'information dynamique qui va venir plugger dans le gabarit, puis les deux ensemble te donnent comme extrait, un nouvel extrait qui pourrait être dans le cas, par exemple, pour un site web, c'est une page HTML que ça donne en extrait. Exact. Puis les paramètres d'entrée, ça peut être les résultats d'un formulaire, ça peut venir d'une base de données, dans le cas d'une page web, plusieurs possibilités. Est-ce que tu veux me donner des exemples d'utilisation de la génération de code à ce moment-là? Oui, des générateurs de code. Les plus communs qui sont très utilisés, c'est pour générer ce qu'on appelle les CRUD, Create, Read, Update, Delete, pour une base de données. Toutes les stores procédures qu'on a besoin pour faire la mise à jour d'une base de données. Il y a beaucoup de générateurs qui sont orientés spécifiquement sur ce modèle-là. Des vieux développeurs qui ont des cheveux gris comme moi vont souvent vous dire, ben regarde, il n'y a rien de nouveau. Là, dans les années 70, on faisait déjà ça, générer toutes nos, par exemple, des stores procédures pour les bases données relationnelles ou les bases données hiérarchiques à l'époque. Les générations de code, ça devient un sujet de plus en plus d'actualité parce qu'il y a des outils comme CodeSmith qui simplifient ça, mais c'est pas quelque chose qu'on a inventé hier. Il y aura toujours une partie de code qui va être plate à faire. Toujours. Puis je pense que le but, là, c'est d'éliminer là, cette partie plate à faire. Là, c'est pas juste d'éliminer la partie plate. Le générateur de code, oui, il élimine la partie plate, mais aussi il ajoute une espèce de robustesse ou un standard. Ça peut être utilisé aussi pour renforcer des standards de développement. Tu sais, si on fait appel à justement une méthodologie avec un ORM, exemple, pour aller accéder à ces données, on veut que tous les appels soient faits de la même façon. Donc, les classes qui vont appeler le mappeur objet, ils vont tout être bâtis de la même façon, puis bâtis à partir de la même source de données qui est souvent la base de données elle-même. Je sais que moi je connais beaucoup d'architectes qui adorent la génération de code parce que ça permet justement aux architectes d'avoir un certain contrôle sur le produit fini en mettant en force certains standards, parce que souvent c'est les architectes qui vont créer les gabarits, puis après ça, dans le code qui est généré, on va demander aux développeurs de venir ajouter les parties manuelles ou le code manuel. Ils sont sûrs à ce moment-là qu'ils ont toujours la même structure pour leur code. Ouais, d'ailleurs, pour ajouter le code manuel, il y a plusieurs approches qu'on peut utiliser. La plus facile, quand on parle objet, c'est de se servir du générateur de code pour générer des classes de base, duquel on va hériter pour ajouter la fonctionnalité spécifique aux objets. Donc, si on sert d'un générateur de code pour générer un business object à partir d'une table, lui va juste se contenter de générer le code pour les propriétés de base qui correspondent au champ de la table. Puis nous, par-dessus, on hérite de cet objet de base-là pour ajouter les fonctionnalités. Disons qu'on aurait besoin d'avoir un champ qui est full name à partir d'un champ last name puis first name. On va concaténer dans une méthode à part ou dans une propriété à part dans un objet qu'on hérite. Donc, si je te suis bien, un des intérêts de faire la génération de code dans une classe de base puis de laisser tout le code manuel dans une sous-classe, c'est que tu t'assures que lorsque tu vas régénérer ton code, que tu ne perdras pas le code manuel parce que ça pourrait être un problème. Et donc, une fois que tu génères, tu réécris le fichier par-dessus, puis là tu dis, ben regarde, réécris ton code manuel, les développeurs n'aimeraient pas. c'est l'objectif. En fait, l'objectif du générateur de code, c'est d'éviter du travail, puis c'est une façon de le faire, c'est qu'on laisse qu'est-ce qu'on peut déduire de la base de données au générateur de code, puis on code par-dessus les fonctionnalités vraiment spécifiques. Donc, l'approche d'avoir une super classe, puis une classe concrète, ou en tout cas spécialisée dans laquelle on a le code manuel, c'est l'approche classique, souvent en génération de code. Oui. La version 2 du framework .NET va apporter une nouvelle dimension à ça avec les partial classes qui vont permettre d'avoir le code spécifique et le code généré dans la même classe, qui ne sera pas au niveau d'héritage. Ça va donner une plus grande intimité entre les méthodes spécifiques puis les méthodes générées, en fait. Donc ça, c'est une nouveauté qui va arriver avec Visual Studio 2005. Puis c'est intéressant ce que tu expliques là, parce que le fait que tu peux littéralement avoir deux fichiers qui ont chacun, par exemple, la moitié de l'implémentation de la classe. Un premier fichier qui sera le code généré, puis un autre fichier qui est ton code à toi. Le premier bénéfice pour Microsoft, c'est d'éviter justement quand tu es dans ton WinForms. Guy a donné l'exemple que dans le WinForms, souvent on s'est marqué en gros ne pas éditer ce code parce qu'il a été généré. Ben là, tu verras même plus ça, toi, le développeur, parce que le code a été mis dans un autre fichier caché. Puis ça peut être une autre approche. Donc, au lieu d'utiliser l'approche superclasse
une classe concrète, bon, on génère dans 2 fichiers, puis on est ça, à ce moment-là qu'on vient jamais réécrire par-dessus notre fichier où est-ce qu'on a inscrit le code Parce manuel. qu'on sait très bien qu'on a beau mettre tous les avertissements possibles dans le code pour pas toucher au code, même nous autres en tant que développeurs, ça arrive qu'on va retoucher la petite partie, ne pas toucher juste pour aller modifier un petit paramètre, puis ça peut effectivement juste pour voir si ça va marcher encore. Ouais. Non, mais c'est ça, effectivement. Ou des fois, c'est juste pour par paresse de l'en générer ou d'aller dans l'interface graphique pour faire le changement, ou effectivement. Tu as parlé qu'on pouvait générer, entre autres, tout ce qui serait les stores procédures. Est-ce que, par exemple, on pourrait servir la génération de code pour du code qui irait justement dans l'interface usagée? Oui, il y a plusieurs générateurs de code qui vont même aller générer jusqu'à une application d'édition de données complète. À partir d'un schéma de données, ils vont générer la partie des store proc, la partie data layer et la partie interface, souvent avec des pages web pour aller éditer une espèce d'éditeur access d'une base de données SQL en arrière. Tu sais, t'as le gabarit de base, t'as tous les champs, tu es capable de déduire qu'un champ qui a une longueur X va avoir une validation aussi au niveau de l'interface usagée parce que c'est spécifié dans la base de données, les relations et tout ça. Moi, j'ai des cauchemars quand je pense à ça parce que ça me fait penser au Data Wizard qu'il y a dans Visual Studio. Est-ce qu'on parle de la même chose? Plus ou moins, oui. La seule différence, c'est que, bon, il y a des produits qui existent qui font cette génération-là. CodeSmith, lui, choisit l'approche ouverte, donc il cache pas le code qui a été utilisé pour générer ton template. Donc, oui, tu peux partir d'un gabarit CodeSmith et puis dire tu vas générer une application complète, mais tu sais exactement qu'est-ce qu'elle fait, puis tu peux la modifier en tout point parce que tu as le code du template qui tu restes maître de la génération. Du code qui est généré. Exact. C'est ça la grande différence par rapport à un wizard qui est une boîte noire. Une boîte noire, c'est ça. On essaie d'éviter les boîtes noires. Il y a beaucoup de générateurs de code qui sont des boîtes noires. Puis je dirais la majorité de ceux-là ont une prémisse de base, c'est qu'ils s'attendent d'avoir comme métadonnée un schéma de base de données. Souvent sous forme XML d'ailleurs. Ou directement, ils vont lire dans la BD, soit la BD Oracle, SQL Server, le schéma, puis ils prennent l'information qu'il y a là, puis à partir de cette information-là, ils vont reconstruire automatiquement pour toi l'application, souvent jusqu'à l'interface usagée. La grosse difficulté, c'est que c'est pas ouvert, c'est fermé, donc tu n'as pas trop de contrôle. Ça, il y en a à la douzaine, on a des types de produits comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose comme peut-être 300 générateurs de code de tous les genres qui vont justement d'une génération de StarProc ordinaire jusqu'à l'interface usagée complète. Fait que ça t'as tout l'éventail. Ce que tu vas nous expliquer, c'est que si on voudrait faire ça avec CodeSmith, c'est possible de le faire. Oui. C'est ce qui est intéressant avec CodeSmith, c'est qu'on ne te force pas à utiliser une approche architecturale, parce que c'est une approche architecturale de partir du modèle de données. Donc, c'est dirigé par les données. Puis il y a beaucoup de développeurs. Il y a 2 semaines, on recevait Scott Bellware qui lui nous disait non, faites surtout pas ça. Partez plutôt d'un domaine d'affaires avec des objets riches qui vont contenir les comportements d'affaires. Il y a toute une autre approche qui est de dire je vais plutôt modéliser mon domaine d'affaires. Puis là, c'est sûr qu'au lieu de partir du schéma de base de données, tu vas pouvoir faire la génération de code des autres couches qui te manquent. C'est-à-dire que tu as ta couche de business d'affaires que tu vas avoir développée. Puis là, tu vas avoir généré justement le schéma de BD. Avec cette approche-là, souvent, ces types de développeurs-là vont pas avoir de BD initialement, puis ils vont la générer automatiquement à toutes les fois qu'ils modifient leur domaine d'affaires. Ouais. C'est possible de faire ça avec CodeSmith. Oui. Puis c'est possible aussi de prendre une autre approche totalement, parce que là, je te parle des 2 grandes approches, mais ça pourrait être n'importe laquelle. En fait, l'avantage de CodeSmith, c'est qu'il fonctionne avec des templates, puis les templates sont modifiables. Ce n'est pas une boîte noire. Ce qu'on doit dire aux auditeurs, c'est si vous regardez pour un générateur de code, regardez si c'est une boîte noire. Si c'est fermé, si vous ne pouvez pas éditer des templates, quoi que ce soit, mais tenez-vous loin de ça. Il y a un standard aussi qui est utilisé, qui est livré quand on achète CodeSmith. Il y a un standard qui appelle, je ne sais pas si vous connaissez, le CSLA, qui est le Component Based Scalable Logical Architecture. Rocky Lockford. C'est ça exactement. Et puis CodeSmith, il vient déjà avec les gabarits pour bâtir les objets selon cette architecture-là. Quand tu dis standard, c'est qu'il y a... Il y a plusieurs générateurs qui utilisent ça puis qui génèrent des objets de cette nature-là, finalement. Il y a un architecte reconnu qui écrit, ça fait quoi? 6-7 ans, là, donc il est rendu à 3e ou 4e édition d'un livre initialement qui avait écrit pour dire, ben voici comment vous devriez bien structurer une application distribuée avec les couches. Puis tout ce framework-là, Rocky Lockford a écrit, lui, il a appelé ça CSLA. Puis ce qui s'est passé dans la communauté, c'est qu'il y a des gens qui aimaient cette approche-là, puis qui sont mis à faire les gabarits dans CodeSmith pour générer ça. Puis aujourd'hui, ben, quand tu vas chercher le produit CodeSmith, on te fournit directement les gabarits. Puis si tu veux prendre cette approche-là pour faire des applications d'affaires,
ben ça vient gratuit, puis c'est déjà une solution éprouvée. Exact, c'est ça. Ça donne l'accès à toute la richesse de cette architecture-là. Puis en même temps, on a le code source des templates pour pouvoir étudier comment c'est fait et puis même le modifier si on y trouve des problèmes ou on veut l'améliorer d'une façon ou d'une autre. On l'ajuste à notre propre saveur, là, Ouais. les standards qu'on a dans l'entreprise. CodeSmith, c'est un générateur de code. On a parlé que des générateurs de code, on utilise souvent implicitement sans même s'en rendre compte. Et Rick, est-ce qu'il existe plusieurs façons de faire de la génération de code? Un produit comme CodeSmith, est-ce que lui, il y a une approche qui serait, mettons, propriétaire ou... Non, la génération de code, c'est tout basé à peu près sur le même concept, le même principe. On part toujours d'un modèle, on lui donne des données, des intrants, et puis ça nous produit un résultat. Qui soit généré de différentes façons, mais le principe reste le même. Les métadatas jumelés au modèle nous donnent Donc, le modèle, ça serait tes gabarits. les gabarits. Donc, cette information-là, absolument, c'est une information qui bouge pas beaucoup, qui est assez statique. C'est l'information que le développeur va développer pour faire un générateur de code solide, en fait. C'est là-dedans qu'on met le cœur du développement quand on fait de la génération de code. Il y a un effort à faire la première fois, mais une fois que tu as fait ton gabarit, prenons un exemple très concret. J'ai utilisé la génération de code CodeSmith pour générer un site web à partir d'informations que j'aurais mis dans un fichier XML. Ben, c'est sûr que si j'ai juste l'information dans le fichier XML, il me manque, par exemple, le gabarit de la présentation, comment je veux que ça présente en HTML. Donc, je me ferai un petit gabarit, puis je viendrai mettre dans le gabarit la partie dynamique que je veux plugger, si je te suis bien. C'est ça. En fait, la partie gabarit, il y en a plusieurs modèles qui s'appuient sur différentes technologies. En fait, les boîtes noires s'appuient souvent sur un modèle propriétaire de leur gabarit interne qu'on voit pas. Il y a des gabarits qui s'appuient sur les modèles XML et XSLT. D'ailleurs, j'avais déjà expérimenté avant de connaître CodeSmith ce concept-là. Kathleen Dollard, qui développe aussi un générateur de code, utilise ce concept-là aussi de génération de code, qui est un très bon modèle aussi parce que on sait les XSLT, il y a quand même une logique qu'on peut donner là-dedans avec des boucles et tout ça pour faire un générateur de code avec... Donc, juste pour le bénéfice de nos éditeurs qui seraient moins familiers avec tout le monde XML, XSLT, c'est une technologie, c'est une façon de définir comment on peut faire des transformations sur des documents XML. Le but de ça, c'était surtout de faire des transformations pour faire de la présentation. À l'origine, les gens avaient défini XSLT surtout pour prendre des documents XML puis les amener en HTML pour les présenter dans un site web, par exemple. Puis rapidement, il y a des gens qui ont regardé ça et ont dit « Hey, XSLT, je peux peut-être m'en servir pour faire de la génération de code. » Puis depuis plusieurs années, il y a beaucoup de monde qui font la promotion d'utiliser XSLT parce qu'ils c'est dans le domaine public, c'est un standard W3C. Donc, si vous prenez ça, vous n'êtes pas avec des approches propriétaires. CodeSmith, si je comprends bien, c'était pas cette approche-là. Donc, CodeSmith a pris une autre approche, lui, qui se sert plus du concept, le même modèle de génération de code qu'un site web. Le gabarit ressemble étrangement à s'y méprendre même à une page ASP.NET. CodeSmith, lui, il est parti du principe, je vais faire ça comme si je ferais du ASP. Oui. À l'origine, là, maintenant, on parlait plus de ASP.NET, mais à l'origine, c'était ça. On n'était pas en .NET même il y a quelques années. Puis lui, il a mis ça l'idée, j'ai mon contenu, puis je rajoute ma partie dynamique directement dans ma page. Puis un programmeur qui a fait un peu d'ASP, il regarde CodeSmith, ça lui prend quoi? 5 minutes, 10 minutes, il comprend ce qui se passe. J'ai appris que c'est beaucoup plus facile de voir comment fonctionne un gabarit basé sur un concept ASP.NET ou ASP qu'un gabarit XSLT, que la logique est un peu plus floue, mettons. Ben, XSLT, c'est de la programmation déclarative, tandis que l'approche ASP, c'est pas de la programmation déclarative, c'est vraiment de la programmation structurée, classique. On voit vraiment nos boucles, où est-ce que le code va générer et tout. Donc, pour un programmeur avec un cours 101 de programmation, qui a eu la chance dans sa vie de travailler un peu avec l'approche ASP.NET, il se sent comme chez lui dans CodeSmith. Tout à fait. Là, on a les modèles, des différents types de modèles. On a les entrées. Les entrées peuvent venir de différentes sources. Ça peut être un fichier XML, ça peut être encore là des formats propriétaires ou des bases de données. La plupart du temps, les générateurs de code peuvent s'appuyer directement sur une base de données, mais souvent, ils ont soit un format intermédiaire XML ou directement la base de données. Mais donc, ce que tu appelles comme l'intrant, c'est le metadata. C'est le metadata qui, lui, est dynamique, change souvent. Donc, tu prends ton gabarit plus cet input-là, ce metadata, les deux ensemble devraient, puis tu passes ça dans l'engin, ça te génère l'extrait qui est le code que tu veux générer. Puis avec CodeSmith, est-ce que l'intrant est j'imagine que ça va être une approche propriétaire? Non. L'intrant de CodeSmith, tu as l'intrant qui peut être directement une base de données. OK. Et puis maintenant, avec la version 3 de l'engin et du studio, tu peux avoir un intrant qui est vraiment un fichier XML. Avant ça, c'était plus compliqué.
Il prenait pas nativement le format XML comme un input, mais maintenant il le prend. En fait, c'est les deux plus populaires types d'intrants, disons. Si j'ai bien compris, parce que bon, l'approche de prendre une BD, ça peut être intéressant si ta vision du monde est dirigée par les données, parce que c'est sûr que la première affaire que tu vas modéliser dans ta vie, c'est ton schéma de BD. Il y a encore beaucoup, peut-être beaucoup trop, parce qu'il y a encore beaucoup de développeurs qui prennent cette approche-là. Commencer par faire un schéma de la BD, puis après coup, qui ont un schéma de la BD, là, ils essaient de rattacher ça avec le besoin à satisfaire, puis de faire les écrans, puis de mettre tout le code. Pourquoi, Mario, y a-t-il d'autres façons? Ceux qui ont bien écouté la dernière émission avec Scott Bellware, oui, il y a une autre approche qui fait du code plus maintenable à long terme. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté la dernière émission, je vous suggère fortement de la downloader et de l'écouter. Si vous ne comprenez pas que c'est là, vous pouvez aussi retourner à l'émission du mois de février avec Pierre Lamoureux où on parlait de Smart Client. Donc, il y a vraiment une autre approche qui est l'approche classique, en tout cas plus orientée objet, qui malheureusement pas assez de développeurs l'utilisent parce qu'on a comme le réflexe de toujours partir des données. Puis CodeSmith, ben, voulait pas se mettre à dos ces gens-là, donc il fournit lui comme intrant, il est capable de lire les BD directement. Exact. Il y a un objet qui est un schéma Explorer qui permet d'aller récupérer plein d'informations au sujet des tables ou de la structure de la base de données, que ce soit les tables, les vues, les procédures. On peut même aller chercher même les extended properties sur une colonne dans une table. J'ai utilisé ça pour dire si un champ devait être géré comme étant bilingue ou unilingue pour générer mes objets. Donc, tu parles d'un schéma Explorer. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que tu es dans ta page à la ASP.NET. Donc, tu es en train d'éditer ton gabarit. Puis là, tout ce que tu vas mettre, c'est que tu vas mettre l'objet qui représente le schéma Explorer. Puis un peu, tu vas avoir de l'intelligence qui va t'apparaître, tu vas avoir toutes les options possibles. Tu as plusieurs types d'objets que tu peux aller chercher. Tu peux aller chercher un objet qui est un objet de table, ou tu peux aller chercher une liste de tables avec un table collection. Et puis tous ces paramètres-là sont configurés un peu comme on ajoute quand on ajoute des user control dans une page ASP.NET, c'est le même type de déclaration avec le symbole le plus petit que en commercial et puis on ajoute à ça les propriétés que notre template a besoin d'utiliser. Puis ces propriétés-là sont exposées avec un éditeur de propriétés. Donc on peut graphiquement sélectionner une table parmi les tables d'une base de données. Puis lui, CodeSmith va aller lire les données de ça. Et puis après ça, on peut aller parcourir les colonnes qui font partie de la clé primaire ou les index. Et on a toute l'information. Donc l'idée, c'est qu'avec le schéma Explorer, on fournit les objets helpers, si je peux pas utiliser ce terme anglais-là, pour être capable de aisément aller naviguer puis prendre toute l'information de ta BD puis l'intégrer dans ton gabarit. Si je comprends bien, tout est visuel. En tout cas, quand tu utilises l'éditeur qui vient avec CodeSmith. L'éditeur CodeSmith Studio, dont la licence va être tirée à l'émission. L'engin de base de CodeSmith s'intègre à Visual Studio puis permet aussi d'avoir pas l'intelligence dans l'édition, mais au moins l'éditeur de propriété, qui est en fait un objet du framework .NET pour aller éditer, pour aller sélectionner la table. Cet objet-là est toujours disponible graphiquement. C'est ça, CodeSmith s'installe comme un add-in dans Visual Studio. Réglons tout de suite l'histoire de tous les serveurs de CodeSmith. Premièrement, y a-t-il une version bas de gamme gratuite qu'on peut aller chercher de CodeSmith? Jusqu'à la dernière nouvelle, le lien vers la version 2.6 était toujours disponible sur la page d'accueil de CodeSmith. Pour l'engin, la version 2.6 était disponible gratuitement. Donc l'engin, c'est quelque chose que tu peux aller chercher sans débourser aucun dollar. Exact. Par contre, ça fait juste, à ce moment-là, l'engin, lui, c'est le petit moteur qui est capable de prendre le gabarit, ton intrant. Puis la version 2.6, est-ce qu'il est capable de prendre comme intrant des fichiers XML? Non, pas celle-là. Donc il prend les intrants avec des schémas de BD, par exemple. exemple. Base de données ou des propriétés custom qu'on peut définir. L'avantage de s'appuyer sur le modèle ASP.NET, c'est qu'on a la même capacité de créer des contrôles ou du code qui permet de voir on peut même faire un éditeur de propriétés spécifique avec un designer pour aller éditer une propriété, disons comme une propriété, je dirais pour choisir une couleur, exemple, on pourrait avoir, si ça n'existait pas dans le framework, quand on fait un type color, on pourrait avoir l'éditeur de propriété qui nous permet de choisir une couleur, puis ça va être disponible graphiquement quand on va utiliser l'engin. Mais si on veut vraiment aller chercher toutes les dernières nouveautés, il faut aller à la version 3. Puis la version 3, elle vient en combien de saveurs? Il n'y a pas de version gratuite. Non, il y a deux versions. Il y a la version engin seulement, qui vient déjà avec toutes les fonctionnalités de CodeSmith, donc toutes les fonctionnalités de l'engin, la possibilité d'avoir des intrants XML, base de données, le schéma Explorer, la version 3 même est améliorée par rapport à la version 2.6. Et puis tout l'engin. C'est quel prix ça? Celui-là, c'est $149 US. OK. Après ça, tu as la version CodeSmith Studio,
qui, elle, est $300 US, puis qui permet, elle, d'avoir un éditeur graphique, en fait, un environnement, la Visual Studio, qui permet d'éditer les templates avec l'intelligence, plusieurs outils. Elle peut aussi directement dans les menus pour aller ajouter les propriétés et puis pour générer le gabarit, en fait. Là. OK. Donc, si on prend un projet, une expérience classique d'utiliser CodeSmith, ça peut ressembler à quoi? Puis on va prendre comme pour le scénario le fait, imaginons qu'on prend la version haut de gamme à $300. Si on décide, en tout cas au point de vue entreprise, si quelqu'un décide d'utiliser la génération de code, je pense que $300, ils peuvent investir pour aller chercher ça. C'est pas très cher à payer pour les avantages que ça. Oui, effectivement, c'est même pas, c'est le coût d'un développeur pour une journée, là, même pas. Là. Même pas. Puis les gains en productivité vont quand même être là. Ouais. En fait, l'exemple classique de la façon où je l'ai utilisé le plus, c'est qu'on part d'un modèle, d'un objet ou d'un bout d'application qui fonctionne. Le mieux, c'est la meilleure façon de le faire. On code un petit bout d'application qu'on sait qu'on aura besoin de modifier en fonction soit de différents intrants dont les données. L'exemple classique, c'est de générer un business object, ou ça peut être n'importe quoi d'autre qui dépend d'une source de données quelconque. Fait qu'on le fait une fois qu'il fonctionne. Et puis après ça, le plus simple, c'est qu'on prend ce code-là, on fait un copier-coller littéralement dans l'éditeur CodeSmith. Et puis tout ce qu'on fait, on dynamise les parties qui doivent être dynamiques. Si on a une liste de propriétés à générer pour cet objet-là qui doit venir de la liste des champs d'une table, on enlève toute la partie propriété, on insère une boucle, puis on insère une propriété qui nous permet d'aller sélectionner une table dans une BD. Donc, par l'objet Schema Explorer, ça nous donne accès directement à la liste des tables. Puis automatiquement, par la structure de l'objet de Schema Explorer, on peut aller chercher la table, puis parcourir toute la liste de ces colonnes et puis générer automatiquement le code pour les propriétés de l'objet. On peut générer le constructeur, en fait, toutes les parties dynamiques d'un business object peuvent être générées après ça en remplaçant. Encore là, si on aime mieux l'approche dirigée par les objets plutôt que dirigée par les données, il n'y a rien qui nous empêcherait d'aller chercher l'information sur notre modèle d'affaires, puis de la ramener en XML pour être capable de le lire dans CodeSmith. Oui, exactement. Il y a même aussi, il y a tout un forum pour les gabarits sur le site de CodeSmith. Il y a un forum où les gens peuvent envoyer les gabarits puis tout ça. Puis même pour les mappers, les ORM populaires, comme entre autres Wilson, puis je suis pas sûr, je pense qu'il y en a aussi pour N-Hibernate, pour générer, souvent ce qui est compliqué, c'est générer le mapping entre l'objet et la base de données, mais il y a déjà des gabarits que des gens ont fait pour faire ce mapping-là. Donc générer à partir de CodeSmith un mapping XML pour faire le mapping des ORM, c'est très, très pratique aussi. Donc, il y a une communauté qui est en arrière de CodeSmith là, qui produit des templates là, puis qui publie. Ouais, il y a de l'échange, il y a des gens qui vont même prendre les templates qui viennent de base avec CodeSmith. D'ailleurs, CSLA a fait l'objet de plusieurs modifications par des users pour l'adapter avec les nouvelles évolutions de l'architecture et tout ça. CSLA étant le fameux framework de Rocky Locktuck, qui est un framework complet pour bâtir des applications distribuées. Ouais, les usagers sur le forum envoient des modifications, puis ça discute sur les avantages d'un et de l'autre, puis ça devient... Je pense que même de ces modifications-là sont intégrées aux versions CodeSmith qui sortent par la suite souvent. Si ça fait du sens. Oui, puis un des gros avantages de CodeSmith, c'est évidemment les templates. J'ai changé des courriels avec Rob Howard et ils vont dédier une personne, un développeur à l'interne à la création de templates. Pour les bénéfices aux auditeurs qui se diraient qui est Rob Howard? Qui est Rob Howard? Oh mon Dieu, il était chez Microsoft auparavant. Présentement, il est parti de sa propre compagnie qui s'appelle Telligent. Donc, c'est eux autres qui sont en arrière du Community Server qu'on mentionnait tout à l'heure. Alors, Rob Howard est un des, je dirais pas des papas de ASP.NET, là, mais avec Scott Guthrie dans l'équipe originale de ASP.NET. Rob a quitté, il y a une couple de mois, Microsoft pour lancer sa propre compagnie. Ce qui est sûr, c'est que Rob Howard est un fervent... il croit beaucoup dans tout ce qui serait la génération de code, en tout cas de tous les outils RAD qui simplifient le travail, les wizards, parce que c'est lui qui a été le promoteur dans ASP.NET d'arriver avec le plus d'outils. C'est pour ça que quand les gens regardent ASP.NET 2.0, ils font comme « Wow, ça génère pour moi tout ça. » Ben, en arrière, c'est la génération de code que Microsoft a fait avec des approches, je dirais, plus propriétaires. Maintenant que Rob est chez Telligent, il a fait une alliance avec le développeur de CodeSmith pour faire la promotion de CodeSmith, je comprends. Oui, c'est Eric G. Smith. Eric Smith, c'est ça exactement. Donc, ils sont alliés ensemble. Puis c'est ça, en échangeant des courriels, Rob me mentionnait qu'elle a dédié là, un développeur là, à la création de templates pour que le produit soit de plus en plus attrayant, pour que les gens aient un petit peu moins à faire tout de suite en partant. Ça va être un point vraiment intéressant au produit.
Dans les scénarios d'utilisation, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit faire? On crée notre gabarit. Donc, comment, après ça, on créerait notre métadata, l'information dynamique? Bon, le métadata, le plus simple, c'est évidemment de partir de la base de données ou un fichier XML. C'est sûr que tu bâtis ton gabarit en fonction de ton entrée de données. Donc, si on le prend à partir de la base de données, c'est facile, le schéma Explorer nous le permet. Sinon, à partir d'un fichier XML, il y a un objet aussi pour explorer les fichiers XML, une espèce d'XML Reader, mais CodeSmith en a développé une version vraiment pour leur outil qui est plus facile pour aller parcourir les nœuds d'un fichier XML pour les besoins du générateur. Puis une chose que je sais pour en avoir discuté avec un des MVP XML, dans la prochaine version de Visual Studio, l'édition de fichiers XML va être beaucoup plus simple. Puis ça va faire beaucoup plus de sens de directement éditer des fichiers XML. Donc de se servir des capacités d'éditer des fichiers XML dans Visual Studio comme un mécanisme pour explicitement, dynamiquement dire l'information, le métadata qu'on veut se servir pour la génération de code. Ce qui est peut-être moins évident aujourd'hui, mais à partir de 2005, ça va être beaucoup plus simple. Ouais, un exemple d'utilisation que j'ai fait par rapport à ça avec une entrée XML, en fait, c'était avec la version 2.6, c'était quand même possible de lire des fichiers XML, malgré que c'était pas aussi facile, là, mais j'utilisais un fichier XML en entrée pour me donner une liste de tables que j'avais besoin de traiter dans mon système, puis je me servais même d'une fonctionnalité de CodeSmith qui est permise, c'est de faire de la génération de code runtime, c'est-à-dire l'application elle-même, c'est pas du code généré et sauvegardé dans des fichiers, c'est de la génération runtime, c'est-à-dire tu appelles une instance de CodeSmith, tu lui passes en entrée ton gabarit, tu lui passes en entrée ton fichier XML, puis tu retournes un résultat. Moi, dans mon cas, ça générait automatiquement des requêtes SQL pour faire du traitement de données, mais c'était très dépendant de mon fichier XML finalement. Fait que tout était fait au runtime sans que c'était compilé. Il y a une méthode de compilation dans l'engin qui est utilisable par le développeur pour utiliser ça runtime dans une application. Donc tu roulais ça sur un serveur web par exemple? Exactement. Moi, c'était pour faire une synchro, puis j'avais besoin de faire, pour synchroniser mes données, j'avais besoin de faire plusieurs requêtes d'insert, delete, update pour différentes tables. Bon, tout ça venait d'un fichier XML en entrée. Je parcourais ces fichiers-là, ça me donnait la liste des tables avec des propriétés spéciales que j'avais besoin pour chacun des scénarios, puis le générateur générait des grosses batches de requêtes SQL pour faire la fusion des données. As-tu eu la chance de faire des essais de charge pour voir comment cet objet-là... Dans le contexte où j'étais, c'était pas un problème de charge parce que c'était une synchronisation genre journalière, puis le temps, c'était pas des gros volumes. Il n'y avait pas des milliers de personnes qui essayaient de faire... Pas en même temps, non, parce que c'était généré par une tâche. C'est sûr que c'est pas quelque chose où tu fais ça en concurrence énorme, parce que moi, c'était sur un serveur qui faisait ça une fois par jour, disons, la synchronisation. Donc lui, il générait ses templates, mais l'avantage de ça, c'est que si la structure des données à l'arrière changeait, la fusion fonctionnait pareil parce que les données de la fusion étaient dirigées directement à partir des données de la base de données. Le but de toute cette approche-là de génération de code, c'est de toujours se simplifier notre travail. Puis ce qu'on veut, il y a un principe en programmation. N'importe quoi qu'on programme à un seul endroit et rien à voir dupliqué. Parce que dès que tu commences à dupliquer une information, tu crées la complexité. Puis dès que tu crées la complexité, tu vas avoir des problèmes tout à l'heure à gérer ça. Donc, de la même façon qu'on veut programmer, par exemple, à un seul endroit une règle d'affaires, on voudrait aussi utiliser les mécanismes de génération de code pour dire à un seul endroit, par exemple avec notre metadata et nos gabarits, créer un seul endroit, voici comment on fait ça. Puis à partir de là, dès que l'information change, tout est lié, tu n'as pas besoin de toucher à rien. C'est ce que tu avais fait dans l'exemple que tu nous donnais. Exact. Tu changeais ton schéma de BD, ta fusion marche encore. Exact. Puis quand on génère du code, comme pour des business objects, l'avantage de ça, c'est qu'on a un modèle pour générer notre objet, mais l'avantage, c'est que ça génère du code qui est compilable, et puis lui est plus performant que si on l'avait écrit manuellement, malgré qu'il peut changer à n'importe quel moment quand on fait un changement au niveau de la structure. Il est compilable, il suit les standards, il est débugué. C'est ça. Dès que tu trouves un bug, mettons, dans un objet, tu n'as pas besoin de répliquer la correction partout. Tu corriges le gabarit va régénérer tous les objets qui en dépendent, puis tu vas avoir une version débuggée. D'où l'importance de savoir assurer que tout le code manuel n'est pas dans la classe générée, parce que c'est sûr que vous allez en trouver des bugs, puis là, s'il faut tout retourner dans notre code, ça vient d'en faire. Donc, on a intérêt à prendre une approche où on divise notre code. Ça peut être une solution de génération de code voulue aussi, de générer juste un gabarit pour, après ça, y ajouter du code. Ça peut être le cas où on veut générer une interface usagée. Souvent, quand tu génères une interface usagée, tu as beaucoup de spécificités. Tu ne veux pas coder un gabarit qui va respecter toutes ces spécificités-là. Tu veux juste avoir un modèle de base où tu vas pouvoir, après ça, déplacer les champs, les agrandir ou quoi que ce soit. L'interface usagée peut être générée comme un one-shot une fois.
Et puis après ça, on modifie le résultat, mais on utilise le générateur de code juste pour se simplifier la vie pour la première itération. En fait, après ça, on l'entretient autrement. Ça peut être un scénario voulu aussi. Puis les applications de CodeSmith ou le code qu'on peut générer avec CodeSmith, c'est pas nécessairement du code finalement. Il y a un template qui permet de documenter une base de données. Oui, ça c'est assez intéressant, qui génère un site web complet, autonome, qui documente entièrement tous les paramètres des propriétés de la base de données, les tables, les procédures, puis tout ça. En un clic, on a une documentation technique, en fait, de la base de données. C'est fou, là. Puis là, on est à l'extérieur de la vraie génération de code. CodeSmith permet de faire ça. Donc, les applications qu'on peut faire avec... Quand je parle d'application, je parle pas d'une application, un exécutable, mais les applications qu'on peut avoir avec CodeSmith sont vraiment grandes. Je peux donner un scénario, moi, où j'utilise justement de la génération de code. Je m'occupe du site web de mes enfants, à l'école où est-ce qu'ils vont. Ils vont à une école alternative, puis les parents ont été impliqués. Je m'occupe du site web. Puis la problématique que je vis, c'est que j'ai pas de contrôle sur la technologie où est hébergé le site web. Donc on parle de technologie Unix avec PHP et tout. Puis ça m'intéresse pas de commencer à embarquer dans tout ce type de programmation-là parce que pour différentes raisons, je suis jamais devenu expert en PHP. Je me suis servi de la génération de code pour créer tous les gabarits de ce qu'on veut. Par exemple, on veut être capable d'ajouter des projets que les enfants ont fait. Puis on voudrait rapidement faire une page web. Puisque mon métadata, à ce moment-là, c'est l'information pertinente sur le projet. Puis je donne la capacité, par exemple, aux parents ou à un professeur de rapidement éditer ça, dire le titre, la description, l'image, tout ça. Si toute cette information-là devient un métadata, puis en utilisant la génération de code, je génère automatiquement la nouvelle partie du web. Avec un FTP, je fais l'upload automatique sur le site. Pour les parents, c'est fabuleux parce que pour eux autres, ils font que quelques clics. Ils rendent l'information pour quelques clics, puis pouf, ils se remontent sur le site, puis c'est maintenant là, c'est live. Pour moi, ça m'évite d'avoir à toujours recevoir des mails des parents disant on voudrait rajouter ce projet-là sur le site. J'ai pas le temps de faire ça. Donc, je me suis créé un petit outil. Donc, c'est un exemple de scénario où la génération de code. C'est le scénario en garderie, mais en entreprise. En fait, ce scénario-là te donne l'avantage d'une page dynamique ASP sans avoir la technologie en arrière pour le supporter. Dans le fond, tout ce que ta technologie va supporter, c'est des pages HTML. Tout à fait. Donc, je donnais cet exemple-là. C'est sûr qu'en entreprise, ça peut être fort différent. Mais des fois, je vais dire, dans l'entreprise, il y a des gens qui veulent faire de quoi, puis le département d'informatique leur empêche ou... en tout cas, c'est pas toujours aussi évident que ça. Et puis, dans le cas de TELUS, Eric, vous utilisez le CodeSmith? C'est ça. Moi, je l'ai utilisé dans déjà au moins 2 projets. Et puis même, je m'en sers, même si c'est un outil .NET, je m'en sers actuellement dans mes projets au Cirque du Soleil pour m'aider dans mon travail, en fait, pour générer des bouts de code, en fait, facilement. Tu sais que tu as quelque chose, un bout de code à répéter, que ce soit une liste de propriétés pour une classe ou n'importe quoi, faire une petite... Des fois, ça peut être une niaiserie, tu as besoin de faire une interface, tu as besoin d'avoir juste un tableau, générer un tableau HTML. Combien de fois on se pète la tête à faire des copier-coller de RTD. Dans le fond, ce que tu veux faire, c'est faire un gabarit de ça, bien simple. Tu l'attaches à une table sur laquelle tu veux générer la liste des champs que tu as à saisir, puis disons en 5 minutes, tu peux éditer 300 champs, puis après ça, tu fais l'édition finale pour faire la mise en forme, au moins tu as un gabarit initial. C'est ça, parce qu'en sortie, c'est un fichier texte. Donc, le fichier texte... Tu peux générer à partir de texte, c'est ça peut être un fichier ASP, ça peut être un fichier XML, ça peut être n'importe quoi. Quand tu utilisais la génération de code en entreprise, est-ce que tu as vu des gains de performance ou des économies? Est-ce que vous avez noté des économies? Des économies au niveau du temps de développement, c'est sûr. Pas juste des économies de temps, mais aussi de fiabilité, parce que si tu as fait bien ton gabarit à l'origine, qui ne pense plus après, il va toujours faire la job. Lui, c'est un robot. Il va faire la job de la même façon que tu as demandé de la faire, puis si tu y trouves un petit défaut, tu le corriges, puis la correction s'applique partout. Le gain est là en tant que performance au niveau du développement et puis au niveau de la fiabilité. Ce que les gens disent dans la génération de code, souvent aussi, faut pas que tu t'attendes non plus, parce que la première fois que tu vas faire de la génération de code, ça se peut que ça te prenne à peu près le même temps parce que dans ton projet au total, que si tu n'avais pas utilisé la génération de code. Ce que tu vas gagner, c'est de réutiliser tes gabarits éventuellement, c'est une façon de le voir, mais aussi tu vas gagner de la fiabilité. C'est ça l'avantage, parce que tu vas pouvoir régénérer en un clic le même code que tu as pris 6 mois à développer, en fait, en développant des gabarits. Je sais que nous, dans les années 2002-2003, je travaillais dans une organisation où on faisait de la génération de code avec une approche plus propriétaire que CodeSmith. Puis on avait documenté, nous, des projets sur lesquels on avait utilisé la génération de code. Puis sur les premiers projets, on pouvait facilement démontrer souvent des économies de 25%
on pouvait générer jusqu'à 75% du code, mais vu que c'était le premier projet, on ne sauvait pas 75% des coûts. Mais je veux dire, dans un projet, entre autres, avec l'Auto-Québec, qui est plusieurs millions de dollars, 25%, ça représentait beaucoup, beaucoup d'argent. Dans beaucoup de cas, de 300 dollars pour équiper tes programmeurs et tes architectes d'un outil de génération de code comme CodeSmith se paye très rapidement. Oui, effectivement. En terminant, Eric, est-ce que tu aurais un livre ou un site web que tu pourrais nous suggérer, peut-être en lien avec la génération de code? Oui, le site qui s'appelle Code Génération, je me rappelle plus exactement CodeGeneration.net. CodeGeneration.net, effectivement. C'est un site où il y a beaucoup de ressources disponibles pour la génération de code. Il parle des générateurs de code, pas juste .NET, mais Java ou d'autres langages, PHP. Ils ont sur leur site une espèce de carte à suivre si tu veux générer du code pour un scénario donné en fonction du langage, tu as comme une espèce d'arbre de décision où tu dis, bon, je veux générer du code C#, je veux le générer pour faire des updates. Donc, tu as un paquet d'informations pour dire, bon, le meilleur générateur pour ça, c'est lui. Moi, c'est un site que je connais, puis d'ailleurs, le promoteur de ce site-là, c'est Jack Harrington, qui est une des personnes qui a écrit un livre très important sur la génération de code. Puis entre autres, sur le site, on trouve des entrevues avec Kathleen Dollard, puis d'autres spécialistes au niveau de la génération de code. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir CodeGeneration.net. Si je peux ajouter aussi la génération de code, je sais qu'il y a eu quelques mois un blabla.net sur les software factories. La génération de code, je trouve que c'est une façon qui peut s'intégrer facilement à un système d'usine logicielle, ou c'est pas usine logicielle le mot que tu employais, fabrique de logiciels. C'est sûr que fabrique de logiciels sans génération de code, c'est impossible. Donc, c'est ça. Les deux vont mais main dans la main. CodeSmith peut faire partie de l'architecture d'une fabrique logicielle Tout à fait. La chronique nouvelles et astuces d'Éric. Éric, quoi de neuf? Là, ce mois-ci, on a décidé d'aller un peu plus dans les nouvelles. Mais deux nouvelles qui ont retenu mon attention. Première nouvelle, on a eu un nouveau bêta qui est sorti aujourd'hui même, lundi le 28 août. 29 août. C'est le bêta 1 de WinFS qui est finalement sorti. Je ne l'ai pas encore installé, mais ça va être quelque chose que je vais vouloir tester bientôt. Mon Dieu, on n'attendait pas ce bêta-là pour au moins quelques mois, alors je suis agréablement surpris que ça soit déjà sorti. Juste pour ceux qui ne sauraient pas, WinFS, le nouveau nom de ça, c'est... Il n'y a pas de nouveau nom. Non, il n'y a pas de nouveau nom, non, pas celui-là. Non, c'est vrai, c'est la partie base donnée, c'est pas la partie présentation. Exactement. La partie communication. Alors, WinFS, c'est un nouveau, tout simplement, stack de communication avec le disque dur, si je pourrais dire, une nouvelle façon de stocker les informations, ou plutôt que d'être stocké dans le système traditionnel de fichiers avec une arborescence de dossiers, on va se retrouver plutôt avec un système dans lequel on va stocker des métadonnées dans une base de données. Et on va pouvoir traiter ces métadonnées-là et stocker les données directement dans les métadonnées. Je pense que Microsoft va appeler ça le Windows Persistence Foundation, parce que c'est la fondation pour faire de la persistance. Exactement. Exactement. Mais là, le grand changement, c'est qu'avant, cette persistance-là était faite de manière propriétaire à chaque programme. Chaque logiciel avait ses propres méthodes pour enregistrer les fichiers. Et là, Microsoft va essayer de donner des méthodologies aux programmeurs pour que, quand ils enregistrent ces données, elles soient plus ouvertes aux autres applications. Tu as une deuxième nouvelle aussi que tu voulais nous parler? Oui, la deuxième nouvelle, on a commencé à sortir ce qu'on appelle des dates de lancement de certains produits. Notamment, on connaissait déjà la sortie de SQL 2005 qui va sortir en novembre 2005, tout comme Visual Studio 2005. Mais là, on a appris que le bêta 2 de Windows Vista va sortir avant 2006. Et apparemment, Microsoft veut vraiment le sortir pour la fin 2005, décembre 2005. Ça reste à voir s'ils vont réussir à atteindre cette date-là. Là, tu parles du prochain bêta de Vista. Exactement, le bêta 2 de Vista. Ils commencent à être un peu plus agressifs dans leur timing, Microsoft. Toi, Guy, il y a une nouvelle, je pense, c'est une belle nouvelle, Guy. Que tu voulais nous parler? En fait, là, tu viens de m'ouvrir la porte sur une autre nouvelle au niveau des bêtas. Team System, on parlait... le bêta 3? Ouais, ça c'est intéressant. Donc, officiellement... Qu'est-ce qui va arriver avec Team System? Le produit ne sera pas livré en même temps que Visual Studio, c'est-à-dire au début novembre.
Il va y avoir un nouveau bêta qui va sortir à peu près en même temps. Donc, pour ceux qui sont au PDC, il y a des grandes chances que vous ayez le prochain bêta de Team System. Et toute la suite Team System va sortir dans début 2006. Ouais, début 2006. Donc, pour Microsoft, là, c'est Q1 2006. Est-ce qu'ils vont nommer ça pour Visual Studio 2006? Non, c'est pas Non. Visual Studio, on parle juste de Team System, là. Donc, Le produit haut de gamme. Mais Et là, est-ce qu'on ce qui parle de Visual Studio Team System ou on parle juste de Team System Foundation? le serveur, la partie Le serveur. Donc, on parle Donc, vraiment de Team System Foundation. exactement. Et en même temps, avec le bêta qui va sortir en novembre, il va y avoir une licence Go Live. Donc, Microsoft est assez sûr de la robustesse du produit là, pour dire à ses partenaires, ses clients, oui, vous allez pouvoir commencer à déployer à partir de ce prochain bêta-là. Ce qui est sûr, c'est que les projets qui démarrent à l'automne, c'est envisageable de partir avec Team System. C'est sûr qu'il faut analyser toute la partie, tous les risques, mais ça devient envisageable, ce qui n'était pas le cas même il y a 2 ou 3 semaines, parce qu'on sait quand il go live. Donc, tu es capable de justifier toute ta structure de projet pour aller avec cette technologie. Oui, c'est quand même un gros produit là, qui ne s'implantera pas en 2 semaines en entreprise. Tout à fait. Mais tu avais une autre nouvelle, je pense. Oui, l'autre nouvelle, Google a commencé à envahir notre desktop avec plein d'applications. Donc, on connaissait la toolbar. Maintenant, il y a un Google Desktop qui permet de faire de la recherche sur nos fichiers sur notre poste. Et ils ont sorti la semaine dernière le bêta de la version 2 de Google Desktop qui vient avec un nouvel utilitaire qui s'appelle Google Sidebar qui permet de placer plein de petites choses intéressantes à la droite de votre écran. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut développer ce qu'on appelle des panneaux, des petits panneaux qui s'intègrent à Google Sidebar en .NET. Donc, il y a des templates de base en C# que vous pouvez downloader. Donc, le concept de Sidebar qui, originalement, Microsoft voulait lancer ça dans Windows Vista. Google leur dame le pion. En fait, c'est pas nouveau. Il y a une utilitaire qui s'appelle je me souviens plus du nom, le Desktop Sidebar ou quelque chose comme ça, qui est vraiment populaire, qu'on peut downloader gratuitement. Mais Google a repris cette partie-là. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir Google embarquer et aller affronter Skype au niveau de tout ce qui est la téléphonie IP avec la Google Tab. Donc, ça va être intéressant de voir comment... parce que c'est quand même une grosse machine, Google. Skype a quand même déjà une bonne part de marché, donc on va voir l'évolution de ça. En fait, Google s'attaque au AOL avec leur produit IM. C'est ça exactement, et Microsoft aussi, et Skype. Là, on va voir qu'est-ce qu'ils ont en arrière. Ce qui est sûr, c'est que Google ont un petit peu d'argent dans leur compte de banque. Ça l'aide. Ils ont rapatrié dans leur équipe des gens assez intelligents, des bons cerveaux. En tout cas, on a appris dans les derniers mois tout le paquet de monde qui dit je m'en vais travailler chez Google, je m'en vais travailler. Donc, il y a une bonne équipe qui est là, donc ça serait intéressant de les voir aller dans les prochaines années. Mario, est-ce qu'on t'a approché pour Google jusqu'à maintenant, ou ça s'en vient? Moi, je refuse toujours toutes les offres parce que j'aime mieux rester consultant indépendant. À moins qu'on... Une offre que tu ne pourrais refuser. C'est ça, il y a des offres que je ne pourrais refuser. Moi, la nouvelle que j'ai, c'est une nouvelle plus personnelle. Je me rends compte, je n'ai jamais parlé encore à blabla.net. J'ai parti un autre podcast, blabla.net, c'est un podcast en français, mais j'avais derrière la tête de faire un podcast en anglais, puis plus ciblé sur l'architecture logicielle. Donc, moi, j'ai un podcast personnel maintenant qui s'appelle Blabla Architecture, en anglais. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare, ça peut peut-être être difficile, mais où je vais traiter d'autres sujets. Donc, la thématique est différente de blabla.net. Mais ça reste encore de la vulgarisation, mais plus qui va s'adresser plus peut-être aux architectes logiciels. Donc, je voulais en profiter pour annoncer ça. Wow! Ouais. Intéressant. Ouais. En tout cas, c'est une expérience, on verra. Avec le podcast, blabla.net, la job, tout ça en même temps, les enfants. Ouais, puis sans parler de toutes les compagnies qui m'approchent pour que... Ouais. On y arrive. En terminant, je veux juste parler de .NET New, que je me suis basé quand j'ai regardé le produit sur un bouquin qui est pas mal intéressant. C'est Professional.NET New KSP.NET The Portals, qui est édité par Rocks, les fameux livres rouges. Alors, c'est intéressant parce que c'est écrit par l'équipe
qui a codé .NET New. C'est pas mal intéressant pour l'utilisation, puis aussi pour le développement, pour développer des modules. Ça m'a l'air du livre qui va devenir la référence. Oui, effectivement. Une dernière petite chose, on parlait de CodeSmith, mais pour ceux qui seraient tentés par le produit, ben vous pouvez downloader la version d'évaluation. Vous avez 30 jours pour l'essayer. Est-ce que c'est juste la version de base, la version complète professionnelle? Quand tu downloads, c'est tout. C'est la version pro. Mais 30 jours après, Ouais, c'est ça. Donc, tu la jettes. tu l'achètes. Ben, si vous voyez les gains de productivité que vous pouvez avoir avec... Et si votre projet dure en bas de 30 jours, vous êtes correct. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un de nos auditeurs qui, lui, n'aura pas besoin de le downloader puis de l'essayer parce qu'il va avoir gagné notre tirage de la copie professionnelle. Qui? Nous avons pigé un gagnant. Puis, c'est Jean-Noël Béal. Jean-Noël Béal qui a gagné, donc je vais entrer en communication avec lui. Ouais. Il va recevoir sa copie de façon électronique. Un grand merci à Rob Howard d'Intelligent et de CodeSmith pour nous avoir gracieusement donné cette licence. Puis comme vous voyez, on devient de plus en plus connecté dans le monde sidéral de tous les gens qui peuvent nous fournir quelque chose à donner. Donc, on va avoir de plus en plus de tirages. Donc, n'hésitez pas, venez laisser votre petite adresse email pour qu'on puisse au moins vous contacter avec une bonne nouvelle en vous disant « Vous avez gagné un livre, vous avez gagné tel logiciel. » Sur ce, merci beaucoup, Eric. Ben, ça m'a fait plaisir. Écoute, une bonne émission. Oui, excellent. Merci beaucoup, Eric. Ça a été vraiment intéressant. Puis, on vous revoit, chers auditeurs, début septembre pour un autre blabla.net. Dark